Bien, je suis heureux de vous retrouver, reprendre ce cours de métaphysique et qui va traiter du thème de l'un et de l'être. Cette question est essentielle et caractéristique de toute l'histoire de la philosophie. Les philosophes présocratiques ont été les premiers à s'interroger et à méditer profondément sur ce qu'il en est de la vérité des choses. Et leur interrogation n'est pas née d'une curiosité superflue et bavarde, mais de l'éveil mystérieux de l'intelligence au contact du réel. La philosophie est née en effet quand les premiers penseurs ont observé que la nature, la physis, c'est-à-dire tout ce qui naît, la nature vient du latin natus, et aussi le mot grec physis vient du verbe phuein, qui signifie croître. La nature, c'est donc tout ce qui naît et croît sous le soleil. Et la première observation de l'intelligence qui s'éveille au contact du réel est de constater que tout devient et change sans cesse. Et la question est, comment est-il concevable que tout cesse et reprenne vie? Les philosophes présocratiques se sont interrogés avec profondeur et peut-être avec angoisse sur la nature de ce devenir. Car si tout devient toujours, comme dira Platon dans son dialogue de tête-à-tête, si tout devient toujours, rien n'est jamais. Et en effet, si tout devient ce qui était il y a un instant, n'est plus, comment peut-il être à nouveau? Entre l'instant T1 et l'instant T2 se creuserait donc une discontinuité absolue. Un abîme s'ouvrirait et plongerait le monde dans un chaos inintelligible. Aucun rapport ne pourrait se faire entre l'instant T1 et l'instant T2. Le temps de dire Socrate et Socrate a cessé d'être Socrate. Et le verbe être ne s'applique plus à rien. Or, de rien, rien ne peut sortir. C'était la grande conviction de l'intelligence à son éveil. Face au chaos, comme face au néant, l'intelligence se révolte, si on veut, et s'interroge sur la réalité des choses, sur la vérité des choses, sur la continuité de l'être, de ce qui est. C'est cette interrogation. Et cette interrogation s'accompagne d'une double expérience qui est au commencement de la philosophie. Platon et Aristote, tous les deux, ont bien pointé ce commencement de la philosophie dans l'émerveillement ou l'étonnement, le tomazein en grec. Cet émerveillement devant la réalité et l'harmonieuse beauté du monde, d'un côté, et de l'autre, une autre expérience, qui sera celle-là plus moderne, en quelque sorte, on dira plus contemporaine, c'est l'angoisse. L'angoisse de voir que tout naît et périt. Tout est sans lendemain. Cette question, donc, est existentielle et propre à l'homme, le seul être à pouvoir s'interroger sur sa condition de mortel. Elle prend donc un tour pathétique dans une période d'insécurité permanente comme celle que connurent les premiers philosophes, de Thalès, de Milet à Héraclite, d'Éphèse et Parménide. Les Grecs étaient en guerre, les cités étaient sans cesse en conflit les unes contre les autres. Et puis surtout, toutes les cités grecques, toute la Grèce entière était en péril face aux Perses. Donc on vivait une ambiance d'inquiétude. Et à la faveur de ces circonstances historiques dramatiques, l'esprit
ressent avec plus d'acuité la fragilité humaine, et il perçoit que chaque chose, chaque individu sont menacés de disparaître et disparaissent en fait, et qu'un abîme de néant semble s'ouvrir sous ses pieds, sous les pieds de celui qui s'interroge face à cette expérience, l'expérience de la mort, et en particulier l'expérience de la mort d'autrui, car personne ne peut dire « je suis mort ». Personne ne peut faire cette expérience personnellement. Mais en tout cas, cette expérience en autrui est l'expérience d'une discontinuité absolue, d'un arrêt brutal du cours des choses. Et elle est vécue comme une contradiction aussi, car le constat que tout change et est en perpétuel devenir se heurte à cette conviction que de rien ne peut sortir. Ça, c'est un axiome qu'il ne faut pas perdre de vue. Selon Nietzsche et Heidegger, la philosophie aurait dévié et perdu l'inspiration qui l'a fait naître, en se détournant de cette recherche et en oubliant la question de l'être. La réalité est donnée, elle n'est pas à faire. Et nous verrons que ce questionnement sur l'être, une question qui se pose à Heidegger, en particulier au XXe siècle, face à l'ère technique. La technique étant ce qui permet de produire quelque chose, un objet. Mais tout est-il produit? L'être est donné avant d'être produit. On verra cela. Donc les anciens appelaient physis tout ce qui est et s'offre au regard. Tout ce qui est perceptible, empiriquement. Tout cela renferme un sens que l'intelligence n'a pas à inventer, mais à découvrir. L'intelligence s'éveille au contact du réel. Ce qui est tombe dans l'intellect, selon l'adage médiéval. Ens cadit in intellectu. C'est le philosophe Avicenne qui a le premier exprimé cette pensée. L'expression signifie que l'intelligence reconnaît ce qui est en tant que tel. La vérité des choses réside dans leur réalité, et elle consiste à les connaître comme ce qu'elles sont. Elle est l'accord de l'intelligence avec le réel. Et vous savez que Aristote disait que cet étonnement, dont j'ai parlé tout à l'heure comme étant le commencement de la philosophie, est double. C'est un double étonnement, dit Aristote, à savoir le fait, je m'étonne d'une chose, je m'émerveille, que les choses soient. Et deuxième émerveillement, qu'elles soient ce qu'elles sont. Donc il y a ici un rapport entre la réalité et son intelligibilité. L'intelligibilité est inscrite dans la réalité. Et aujourd'hui, disons, on pourrait citer, même s'il l'a dit dans un autre esprit, ce mot d'Einstein. C'est que la chose la plus inintelligible au monde, c'est que le monde soit intelligible. Mais évidemment, lui, il parlait d'une intelligibilité mathématique, scientifique. Mais le métaphysicien ne parle pas comme le physicien. L'intelligibilité est inscrite au cœur des choses. Pour Aristote, par exemple, l'intelligibilité est liée à la forme qui constitue la substance, la réalité des choses. Un être, une substance, un étant, est composé de matière et de forme. La forme n'est pas comme chez Platon indépendante de la matière, existante seule de manière parfaite dans un monde intelligible qui pour Platon est le seul réellement réel, ontos on, comme il dit. Donc pour Aristote, l'intelligibilité ne se trouve pas dans un monde intelligible coupé du monde sensible et réel, l'intelligibilité est inhérente au réel, car elle est liée à la forme qui est elle-même liée à la matière. Dans une substance,
composée de matière et de forme, pas de matière sans forme, pas de forme sans matière. C'est ce qui constitue chaque substance, ce qui fait que la réalité est en soi intelligible. Donc c'est là qu'il faut la chercher, en elle. Et alors, l'intelligence s'accorde avec ce qui est, et la vérité peut se définir comme étant l'adéquatio rei et intellectus, comme l'adéquation de l'intelligence avec la réalité, avec le réel. Il y a une adéquation. Donc nous y reviendrons. Mais là, nous sommes en train de voir comment la philosophie commence dans l'esprit des présocratiques, dans l'intelligence à son éveil. Et la vérité des choses réside dans leur réalité. Et elle consiste à les connaître comme ce qu'elles sont. Elle est l'accord de l'intelligence avec le réel, avec la res. Les termes réalité et chose ont la même racine en latin, à savoir le mot res. La res est la chose, et la res résiste, si vous voulez, à tout ce qui pourrait l'absorber et tout ce qui pourrait la réduire à un simple concept, ou alors à cette idée exclusive, n'est-ce pas, qui absorberait en elle toute la réalité comme l'idée platonicienne. Donc la res résiste comme ce qui veut rester ce qu'elle est, face à tout ce qui pourrait la détruire et l'anéantir. Donc dans le monde, en devenir, multiple et divers, une chose n'est pas une autre. Et on constate que chaque chose est telle ou telle. Tout est donc déterminé en devenant ce qu'il est, c'est-à-dire ceci ou cela. Et la source de l'intelligibilité de tout ce qui est doit être dès lors du côté de ce qui détermine, et non de ce qui est déterminé. On va bien distinguer, vous voyez, un déterminant et indéterminé, comme on le verra. Et donc le déterminant lui-même ne peut pas être déterminé, puisqu'il détermine. On verra cela. À moins d'être déterminé comme étant un déterminant. C'est un déterminant déterminé, du fait qu'il détermine. Mais non pas parce qu'il est déterminé par un autre déterminant que lui. On verra cela. Donc, ce qui détermine, et non ce qui est déterminé, voilà ce qui interroge l'intelligence du philosophe à l'heure où la philosophie naît, dans un Thalès de Milet, par exemple, premier dans la liste chronologique des philosophes présocratiques. Lui nous dira ce qui est haut, par exemple, ne peut devenir haut. Elle est déjà déterminée. Voilà, il trouve quelque chose de déterminé, mais par lui-même. L'eau, elle est déjà de l'eau. Ainsi, les premiers philosophes arrivent à un élément ultime qui lui-même ne soit pas en devenir, qui soit en même temps déterminant et déterminé, si vous voulez, au sens où c'est lui qui détermine, auquel tout ce qui se divise en changeant, tout ce qui change en se divisant, tout cela doit s'arrêter, arrêter de se diviser et s'ordonner à son tour à une unité indivisible. Voilà, l'eau ne peut pas se diviser en eau, quoi. L'eau, c'est toujours de l'eau. Donc cet élément, on le verra, ce sera soit l'eau pour Thalès, l'air pour Anaximène, le feu pour Héraclite, la terre pour Empédocle, qui constituent les quatre éléments qui déterminent le cosmos. Eh bien, pour Thalès de Milet, quand je dis Milet, je fais référence à ce qu'on appelle l'école milésienne, le premier des présocratiques, donc, pour Thalès, c'est l'eau. Ce principe déterminant, c'est l'eau. L'eau constitue tout ce qui est la nature entière, et tout est eau, et tout ce qui se présente de manière diverse et multiple regard des sens n'est que de l'eau apparaissant sous différentes modalités, liquide, solide,
vaporeux, tout est tout, hein, sous différentes modalités. Ouais. Les œuvres écrites par la plupart des présocratiques ont reçu le titre justement de la nature, périphuséos, pour parler justement de tout ce qui est. Aristote appelle ces philosophes des physiologues, des physiciens, mais ce serait évidemment s'égarer gravement que de confondre ces physiciens avec les physiciens au sens moderne du terme, car la nature, la physis, ne se réduit pas à du mesurable, à du vérifiable au moyen d'instruments et de théories sophistiquées permettant d'en devenir le maître et le possesseur, hein, comme dira Descartes. Non, ce n'est pas une énergie contrôlable et rendue utilisable, mais une réalité dont il s'agit de percer le sens, une présence qui nous interroge sur le mystère de sa présence, sur le mystère de l'être. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien, comme formulera cette question, celui qui formulera cette question pour la première fois, c'est Leibniz. La lecture des présocratiques peut donc nous être profitable et nous enrichir en remettant en question, justement pour nous aujourd'hui, les certitudes d'une civilisation scientifico-technicienne, qui nous fait oublier ce qu'est la véritable réalité des choses, en les réduisant au chiffrable, si on peut dire, au nombre, au quantifiable. Le chiffre, vous savez, en arabe, se dit zifre, et donc c'est le zifre arabe qui a donné notre mot français chiffre. Or, le mot zifre signifie zéro. Zéro. Alors, si on réduit tout au chiffre, n'est-ce pas? Eh bien, on réduit tout au néant. On ne considère plus l'être des choses, mais leur mesure quantifiable. On ne parle plus de la réalité telle qu'elle s'offre à nous, mais on parle d'une réalité saisie à travers un calcul, n'est-ce pas, qui nous la présente de manière mesurée, exacte, et comme le cercle que mon compas peut construire et que je peux définir comme étant un ensemble de rayons égaux à partir d'un centre. Mais ce cercle parfait, c'est une construction de l'esprit. Ce cercle parfait ne correspond aucunement à la réalité. Prenons le cercle de la Lune, ou le cercle, ou la périphérie de la planète, de la Terre. Sa périphérie, sa surface est inégale, entre le sommet de l'Everest et les abysses de l'océan. Il n'y a aucune continuité, au sens où, disons, je ne peux pas construire un cercle parfait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le cercle parfait n'existe pas dans la réalité telle qu'elle se présente à mes sens. Et c'est pourquoi nous verrons que c'est un choix déterminant que de partir des mathématiques comme du modèle du savoir parfait. Car alors, la philosophie devient philosophie de la connaissance, c'est-à-dire ayant pour objet le concept et la production d'un concept, et non plus, et n'est plus une philosophie de l'être, au sens où elle est interrogation sur l'être en tant qu'être, et sur le mystère de l'être, en tant que cet être se présente là déjà modestement offert à naissance, comme quelque chose qui me révèle, qui se révèle à moi, extérieur à moi, et à mon entendement qui ne saisirait, qui ne peut le saisir que comme justement extérieur à lui. Donc c'est pourquoi l'intelligence s'éveille à elle-même au contact du réel. C'est important de saisir que l'intelligence n'est intellect que parce qu'elle lit à l'intérieur des choses. Intelligere. L'intelligence lit à l'intérieur des choses. Et donc elle cherche dans les choses ce qui est la source de leur intelligibilité. L'intelligibilité est inhérente aux choses. Ce qui est
étonnant, c'est que le monde soit intelligible. Ouais. Et justement, ce qui fait mystère est à la source de ce qui nous interroge sur son intelligibilité, c'est le fait que les choses soient et qu'elles soient ce qu'elles sont. Ouais. Donc, les sens nous montrent et montrent à l'intelligence en éveil que tout devient, que tout change. Mais s'il en est bien ainsi, comment peut-on passer de la vie à la mort, de l'être au néant? Vivre, c'est changer, mais pour vivre, il faut être. Se peut-il que ce qui est cesse d'être? Bon, Pascal aura une intuition en disant ce qui est une fois doit être toujours. Certes. Mais nous faisons l'expérience, n'est-ce pas, que tout passe. Oui. Et donc, quelle est la nature de ce qui ne passe pas? Et qui fait que nous avons la conviction que de rien ne peut sortir, et donc comment tout peut-il retourner au rien? Oui. Bon, l'intelligence humaine donc pressent que cela. Et ainsi, pour les Grecs, la physis, la nature, c'est-à-dire tout ce qui est, n'a jamais commencé d'être. Ils sont obligés de voir que le monde est éternel. Ils ne peuvent pas comprendre que la notion de créatio ex nihilo leur est complètement étrangère. Donc, dès le départ, leur questionnement est métaphysique. Il concerne le principe, l'arché, on verra, d'où est issu ce qui se présente sous nos yeux. Ce qui change, cesse d'être le même, se divise toujours, devient un autre. Ça commence, ça finit, ça existe là, dehors, comme arraché à soi et dispersé dans l'espace et dans le temps. Mais comment cela est-il possible si tout devient toujours? Rien n'est jamais. Comment dès lors concevoir un tel principe qui serait le commencement de toute chose et qui serait en contradiction justement avec l'expérience? Car lui-même, comment aurait-il pu commencer? De quelle nature est ce principe? Et donc, vous voyez que les présocratiques, on ne peut pas penser, on pourrait penser, d'ailleurs on l'a fait, que les présocratiques se réduiraient à n'être que de vulgaires matérialistes, qui ramèneraient tout à la matière. On verra que pour eux le principe, même s'il revêt la figure d'un élément matériel comme l'eau, la terre, le feu, etc., ce principe en tant que principe, n'est-ce pas, tend à embrasser justement toute la réalité et tend à s'interroger justement sur le sens de cette réalité, la source de tout ce qui est. Donc l'interrogation de l'intelligence naissante n'est pas d'ordre scientifique au sens moderne du mot, selon donc lequel la science réduit, comme je l'ai dit, tout ce qui est au quantifiable, au calculable, au mesurable, sans jamais atteindre l'être de ce qui est. Et on peut dire aussi que cette interrogation n'est pas non plus rhétorique, au sens où les mots ne renvoient qu'aux mots, et non à ce qui est. Elle est métaphysique, au sens où elle exige une réponse cohérente pour l'intelligence qui s'éveille, encore une fois, devant cette merveille, à savoir que ce qui est soit, et qu'il y ait quelque chose, et non pas rien. Il faut avoir ce sens, il faut savoir s'émerveiller. Le métaphysicien a un esprit d'enfant, il découvre le monde. Et à la suite de Nietzsche, philosophe Heidegger prône justement le retour au présocratique parce que ces derniers posent le problème de l'être. Ce ne sont pas de simples physiciens, ce sont des métaphysiciens. Mais nous verrons évidemment comment il faut comprendre
ce que dit Heidegger, et ici, ce n'est pas le lieu d'en parler. Je ne l'évoque que pour montrer que la question qui se pose d'emblée est la question de l'être, du sens du réel, de la vérité des choses, de la réalité. La physis, donc, est ce d'où toute chose procède et à quoi elle retourne, puisque ce monde est comme une sphère dans laquelle tout est enfermé et contenu. Dès l'origine, le questionnement philosophique porte sur la totalité de ce qui est. Il s'interroge sur la source indivise de ce monde changeant et qui donc se divise sans cesse. Et il cherche cette source encore dans le monde qui se présente à eux comme une multiplicité de choses en devenir. Thalès, je l'ai dit, donc la trouve dans l'eau, mais Anaximène, son collègue de la même école, lui la trouvera dans l'air. Héraclite dans le feu, sans cesse renaissant. Et on verra que justement, Héraclite montre que le feu, ce n'est pas le feu matériel uniquement, c'est aussi le logos, c'est-à-dire ce qui permet de comprendre. Empédocle, lui, y ajoutera la terre et trouvera le sens, la source de l'harmonie du cosmos dans la combinaison de ces 4 éléments qui sont constitutifs du cosmos et qui se combinent entre eux ou se dissocient en se séparant les uns des autres, de telle manière que la nature, c'est-à-dire tout ce qui est, et la succession toujours recommencée, comme il dit, de l'âge de la concorde, où tout se rassemble, et de l'âge de la discorde, où tout se sépare. Et nous verrons que la nature ici se présentera comme une force, comme une énergie, une force toujours en action, et qui sépare, ou qui unit. Et donc, cette force qui agit toujours, agit pour unir ce qui est séparé, mais une fois qu'elle a séparé, cette force ne cesse pas d'agir, elle continue d'agir, et cette fois-ci, au lieu de séparer, puisqu'elle n'a rien à séparer, elle va unir, ce qu'elle sépare. Donc, concorde, discorde, discorde, concorde. Le plus grand de tous les présocratiques, on le verra, sera Parménide, qui lui va identifier l'être de toute chose à l'unité immuable et éternelle parce que indivise. Mais il lèguera à la postérité la question de savoir ce que devient le monde multiple, si tout est un. Et là, vous voyez une grande question. L'école atomiste de Leucippe et Démocrite, plus tardive, elle multipliera à l'infini l'être un de Parménide, qui est aussi matériel que les atomes. Et donc, l'atomisme consistera à multiplier à l'infini la sphère que représente l'être un de Parménide, on en parle, on y reviendra, n'est-ce pas, comme autant d'atomes. Et donc il résout le problème du multiple. Vous voyez, la multiplicité ici, c'est la multiplicité, une multiplicité d'unités. Et on verra alors que le problème se posera de savoir quel est le statut de l'unicité du principe. Enfin, on verra ça. Donc les atomistes mettent en mouvement dans le vide ces atomes dans lesquels ils voient les éléments constitutifs du monde. Et là, ils apporteront, ils verront, une solution rationaliste, si l'on veut, totale. Et en effet, le rationalisme se fonde sur l'atomisme. Et pour preuve, si l'on veut, il faut ici se souvenir que Karl Marx avait fait sa thèse doctorale sur le thème
Épicure comme le plus grand des rationalistes grecs. Épicure, évidemment, c'est l'atomiste, c'est le théoricien de l'atomisme. Et donc, pour tous, comme on le voit, donc, pour tous, l'origine de tout ce qui est un élément de nature matérielle, à l'exception de ceux qui trouveront cette origine ailleurs, hein, que dans les éléments physiques, tel l'indéterminé, justement, pour Anaximandre, que nous allons étudier, ou le nombre, pour Pythagore, ou l'esprit, le nous, pour Anaxagore, ouais, qui sont déjà, qui essaient de se détacher du monde matériel. Ouais. Donc la question essentielle, soulevée par tous, est comment, si la totalité est composée d'une multiplicité de choses qui apparaissent et disparaissent, comment parler de cette multiplicité composée de choses? Si cette totalité est composée d'une multiplicité de choses, comment parler d'une chose? Si chaque chose à son tour serait composée elle-même d'une multiplicité de choses, hein, et ainsi à l'infini. Hein. On irait vers un infiniment petit toujours. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la physique se trouve devant ce problème. Et elle posera un problème métaphysique, mais qu'elle ne pourra pas résoudre en tant que physique, puisque justement, si tout se divise à l'infini, et si tout se sépare sans cesse, la question sera de savoir comment tout peut se relier à tout. Et aujourd'hui, vous savez, il y a donc cette théorie des quanta, qui fait rage, si j'ose dire, dans les esprits, parce que justement, ce serait une manière d'expliquer comment les choses se rejoignent en se séparant, se séparent en se rejoignant. Oui. On verra cela justement sous l'effet d'une énergie. Tout est énergie, oui. Tout est force. Oui. Intéressant. D'autant, comme vous voyez, les présocratiques ont déjà tout dit dès le départ. Oui. C'est ça qui est intéressant. Donc, comment rendre compte de ce qui change, si ce qui change signifie ce qui se divise sans cesse, oui. Or, une division à l'infini est peut-être concevable arithmétiquement. On peut toujours ajouter 1 à 1, n'est-ce pas? Elle est à l'infini, mais cet infini est irréel, oui, potentiel, comme on dit. Il n'est pas réel. Hein. Donc, le véritable ressort de la pensée philosophique, comme vous le voyez à son éveil, est l'aspiration à l'unité de ce qui résiste à la division, au changement. Car l'unité, c'est l'indivisibilité en soi. Et toute la question sera de savoir si l'indivisibilité en soi est une réalité, ou si cette indivisibilité est l'indivisibilité de la réalité, de l'être, d'une chose qui est une, indivisible, non multipliable, parce qu'elle l'est, et qu'elle est réellement. Ici, là, on va se sensibiliser à cette question. Entre tous les philosophes présocratiques que nous allons étudier, Héraclite et Parménide sont ceux qui ont conçu cette unité le plus profondément. Si tout change, dit Héraclite, ce qui est chaud cessera d'être chaud et deviendra donc du non chaud. Il en sera ainsi de toutes choses. Et donc, comment expliquer l'unité? C'est tout ce qui change. Si tout, en changeant, devient le contraire de tout. Alors, il va nous dire, ah oui, mais attendez, c'est là le coup de génie qu'il y aura. Si le chaud devient du non chaud, pour que le chaud soit chaud, il faut que le chaud soit du non chaud. Donc, il y a une lutte entre les contraires. Donc l'affirmation de ce qui unifie, n'est-ce pas, le monde, qui n'est autre chose qu'une lutte entre les contraires, eh bien, c'est justement cette lutte, ce polémos entre les contraires. Et comme vous le voyez encore une fois, nous retrouvons ici la notion de force.
qui est la guerre, qui fait que la guerre assume cette union de ce qui se sépare, n'est-ce pas, ou qui sépare ce qui s'unit sans cesse. Donc on retrouve ici donc une vérité profonde. Donc si tout passe de son contraire à l'autre, n'est-ce pas, donc tout est soumis à cette guerre entre les contraires. Nous le verrons. Car cette opposition des contraires n'est pas conceptuelle. Il ne s'agit pas d'une guerre, d'une opposition dialectique entre des concepts qui s'opposent les uns aux autres. Elle concerne l'être réel de ce qui est et dont la continuité est en cause. Et le réel, l'ensemble de ce qui est, la physis, ne peut se contredire sans cesser d'être justement ce réel, et qui est plus qu'un concept. Donc l'intelligence renvoie au réel. Sinon l'intelligence serait renfermée sur elle-même, inventerait des concepts et ne parlerait que ce dont elle parle. L'intelligence ne saisirait jamais le réel, elle ne parlerait d'autre chose que du réel, elle parlerait de ce qu'elle invente, de ce qu'elle produit, de ses concepts. Eh bien nous verrons que cela, c'est une philosophie qui va s'élaborer à partir de Duns Scott, pour qui la philosophie se réduit à une philosophie de la connaissance, c'est-à-dire à l'étude de ce qui est à la source d'une production des concepts, comment un concept se produit, indépendamment de son contact avec le réel, parce que la forme est séparée de la matière. Pour Duns Scott, on verra, le docteur subtil va tout séparer. Il va séparer, tout sera séparé, individualisé. La forme sera de son côté, la matière de l'autre. Et la substance, donc, qui est composée illémorphiquement, selon Aristote, selon l'aristotélisme, sera non plus une composition de matière et de forme qui s'unissent en se composant, mais une juxtaposition. Donc c'est séparable, quoi. Et je peux considérer la forme à part, la matière à part, mais la substance, pour ainsi dire, éclate, quoi, dans tous les sens, c'est le cas de le dire. Bien, alors donc je crois que c'est l'heure. Nous poursuivrons notre méditation métaphysique à 11h30.